Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égregore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça y est, en tout cas à mon humble avis, il est impossible que la MINUSMA puisse continuer à rester au Mali. Il est impossible que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse renouveler la mission de cette MINUSMA. Il est impossible de prendre une résolution en cette faveur. Pourquoi je le dis? Parce que la demande du 16 juin du gouvernement malien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, et par la voix du ministre porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, qui ont demandé le retrait immédiat et sans délai de la mission des Nations Unies. Eh bien, cette demande a reçu l'adhésion du gouvernement américain. Les Américains disent, c'est vrai, ils racontent des choses, on regrette le fait que bon, la mission va s'achever ou quelque chose de ce genre, et puis les conséquences qui pourront arriver après. Mais en tout cas, les États-Unis souhaitent un départ ordonné et responsable. Fin de citation. Le plus important, c'est ça, c'est cette phrase-là. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte, un communiqué, il y a des mots-clés. Vous vous appuyez seulement sur les mots-clés. Le reste, là, c'est du baratin. Dans le communiqué du gouvernement américain, du secrétariat d'État notamment, eh bien, la seule chose qu'il déplore, qu'il souhaite, c'est que ce retrait soit ordonné et responsable. Donc, ils acceptent le retrait. La France a échoué encore une fois de plus. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je disais, mais qu'est-ce que Touadéra attend? Qu'est-ce que Tshisekedi attend pour expulser ces missions qui ne foutent absolument rien, au contraire, qui ne cessent d'aggraver la situation sur le terrain? Ce sont eux, ces missions-là des Nations Unies, qui aggravent la situation. Comme les Américains ont dit ça, c'est fini. Ils ont accepté, ils ont pris acte de la fin de la MINUSMA.
Ça, c'est clair. Ils ont pris acte de la fin de la MINUSMA. Donc, la MINUSMA, c'est terminé, c'est mort. La France ne peut pas imposer son veto. Pourquoi je dis ça? Le veto ne passe pas au-dessus de la volonté d'un État. Le veto, on l'utilise lorsque il y a une résolution des Nations Unies et que vous n'êtes pas content de cette résolution, vous utilisez le veto. Or, ici, ce n'est pas les Nations Unies qui demandent à ce qu'ils puissent rester au Mali. Une résolution qui renouvelle le contrat de la mission. Ce n'est pas une telle mission. Non. Ici, c'est une mission qui consiste à accepter ou refuser que la mission puisse être renouvelée. Donc, dans le cas présent, ce n'est pas le renouvellement de la mission. C'est le refus d'un gouvernement. Parce que le principe, c'est que la Charte des Nations Unies dit que vous ne pouvez pas aller dans un pays sans l'avis de ce gouvernement. Sinon, ça devient une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, ce que je vous ai dit la dernière fois. Parce que ça, je maîtrise ces choses-là puisque ma thèse, c'est sur le droit d'ingérence. Ma thèse de doctorat. J'ai travaillé aux Nations Unies. Donc, je sais de quoi je parle. Si, par exemple, les Nations Unies avaient décidé de renouveler le contrat de force, imaginons. Là, un État comme la Chine ou la Russie peut dire non, moi, on ne peut pas, le gouvernement a refusé, nous, on ne peut pas le faire. Là, ils posent leur veto pour que la mission ne puisse pas avoir lieu. Mais le veto ne se pose pas dans le sens contraire. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas, et puis, bon, vous mettez un veto pour dire que non, même si le gouvernement ne veut pas, nous, il faut qu'on parte. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça, ce n'est plus les Nations Unies. Ça, ce n'est plus la Charte des Nations Unies. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire dans ma dernière vidéo, quand je disais que la mission est terminée, puisque le gouvernement a demandé, qui disait qu'une mission ne peut pas partir comme ça, immédiatement, quelque chose de ce genre. J'ai dit à cette personne-là, ou à ceux qui sont tentés de penser que cette personne avait raison. J'ai travaillé moi-même aux Nations Unies. Je parle de ce que je sais. Je suis aux Nations Unies, au Burundi notamment. Nous sommes en train de travailler. Je suis dans la section des affaires civiles. C'est nous qui avions commencé avec les affaires civiles aux Nations Unies d'ailleurs. Avant, il n'y avait pas il y avait les droits de l'homme, l'armée et autres. Les affaires civiles, c'est nous qui avions commencé, qui avions ouvert, qui avions défini le cadre, comment il faut travailler avec les autorités locales et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quand on arrive, on est en train de travailler. Un jour comme ça, le gouvernement se lève. Le gouvernement de Nkurunziza, il se lève, c'était comme en 2005. Il s'est dit, je ne veux plus vous voir. Ouais, ça dit que c'est incroyable. Le gouvernement dit, je ne veux plus vous voir, c'est fini. Partez. Ça a bousculé tous les gens des Nations Unies. Ça dit que ce gouvernement-là a fait piquer des crises à des agents, des fonctionnaires des Nations Unies. Subitement, comme ça, il se lève un jour, un matin, il dit, je ne veux plus vous voir, c'est fini. New York a envoyé des experts, des psychologues, des conseillers, des ceci, venir parler avec les gens. Parce que les gens étaient traumatisés. Il a fallu donc que maintenant les Nations Unies négocient le départ. Comme les Américains ont dit là, un départ ordonné et responsable. Donc on ne va pas les chasser avec des bouts de bois, des pierres. Non, non, non. Bon, vous vous asseyez sur la table. Bon, écoutez, telle armée, dans une semaine, vous partez. L'autre semaine, à tel groupe. L'autre semaine, telle section, telle autre. Ainsi de suite. C'est ça, ordonné et responsable. Et c'est ce qu'on a fait au Burundi. Un départ ordonné et responsable. Donc, on a regardé quels sont ceux qui sont les plus indispensables. Cela pouvait rester encore un peu plus. Mais
maximum, dans les négociations, on est arrivé à 3 mois. 3 mois plus tard, il n'y avait plus un seul fonctionnaire des Nations Unies. Et maintenant, on peut changer, par exemple, la mission pour mettre une petite mission, un petit bureau avec un coordinateur et ainsi de suite, qui va rester là encore quelques temps, quelques années même s'il le faut, et puis après il s'en va. Avec vraiment un très petit groupe. Mais le gros lot là, les militaires, les ceci, ils partent tout de suite. Tout de suite, ils s'en vont. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Quand un gouvernement décide, je ne veux plus vous voir. C'est pour ça que je suis surpris de l'attitude de Tshisekedi, de l'attitude même de Touadéra. C'est parce qu'eux-mêmes, ils veulent ces missions-là sur place. Ils ont des intérêts, je ne sais pas lesquels. Mais quand tu ne veux pas, tu viens aux Nations Unies, tu dis, c'est fini, je ne veux plus vous voir. Tu n'as même pas besoin, c'est-à-dire qu'au Burundi, le gouvernement n'a pas envoyé son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères à New York. Hein. Il a décidé là-bas. Monsieur, il a appelé le représentant spécial du secrétaire général. Il dit, je ne veux plus vous voir. Partez. Et maintenant, des Nations Unies, lui, il écrit au secrétaire général. Le secrétaire général envoie une équipe qui viendra maintenant négocier avec le pouvoir en place pour coordonner maintenant cette fin de mission. C'est comme ça que ça se passe. Donc dire que non, c'est pas vrai, ils peuvent pas partir, ça ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé aux Nations Unies qui peuvent vous dire ça. Mais moi je vous dis ce que j'ai vécu aux Nations Unies. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous pouvez rester là un certain nombre d'années, le jour que le gouvernement dit c'est fini, c'est fini. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas mettre le gouvernement la corde au cou. C'est pour ça que parfois, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un coup d'État. Ils organisent un coup d'État pour balayer, chasser ce gouvernement, mettre un autre gouvernement qui sera acquis à leur cause. La seule hypothèse, c'est celle-là. Mais sinon, quand j'ai écouté le discours du ministre des Affaires étrangères malien à New York, le 16 juin dernier, je me suis dit, ça y est, c'est fini. La mission, elle est arrêtée. Il n'y a plus rien. Parce que la mission, c'est l'armée. C'est d'abord les forces militaires. Quand on parle des casques bleus, ce n'est pas les civils. C'est les casques bleus d'abord. La mission, c'est d'abord les casques bleus. Oh, il faut savoir que les casques bleus, là, leur première mission, ce n'est pas sauver le pays qui est là, qui est en difficulté. Leur première mission, c'est sauver d'abord les fonctionnaires des Nations Unies. C'est sauver d'abord les autres militaires. La mission des casques bleus, c'est d'abord ça. Votre propre sécurité à vous-même. Après maintenant, comme vous êtes en sécurité, vous pouvez maintenant assurer la sécurité de la population. Mais vous ne pouvez pas aller dans la sécurité de la population si vous-même, vous n'êtes pas en sécurité. Et vous êtes en sécurité seulement si vous êtes en symbiose. Vous travaillez en accord avec le gouvernement. Si vous n'avez pas, le gouvernement ne vous soutient pas là, vous ne pouvez pas être en sécurité. Imaginez que le gouvernement donne un mot d'ordre à la population, que personne ne doit faire louer sa maison aux fonctionnaires des Nations Unies. Vous allez habiter où? Dans l'espace, dans l'air? On ne doit pas vous vendre les matériaux. C'est vrai que, bon, dans l'émission, vous avez eu des équipes qui vous amènent même la nourriture. Parfois, au sein même de la base de l'ONU, il y a un supermarché pour vous, pour les fonctionnaires des Nations Unies. Mais ça ne suffit toujours pas. Vous avez besoin d'aller ailleurs, de sortir, d'aller acheter au marché, ainsi de suite. Surtout pour nous les Africains, la nourriture qu'ils vendent dans ces supermarchés, ce n'est pas toujours ce que nous mangeons. Vous n'allez pas avoir le atseke là-bas, vous n'allez pas avoir le sakasaka, le tchèb, le ceci, le cela. Donc vous êtes obligé, si vous voulez manger correctement, comme vous avez l'habitude de manger chez vous, vous êtes obligé de sortir. Mais maintenant, si on donne des consignes, on peut vous mettre la mission insupportable. Contre la population telle que j'ai vu au Mali, là, les gens sont sortis, ils ont marché, nous ne voulons plus de cette mission. Et vous insistez, vous restez là. Mais ils vont vous rendre la vie difficile. Il suffit de donner des consignes à la population. Celui qui vend sa nourriture à un étranger, il aura des problèmes. Et puis vous êtes foutu. Vous allez stresser au point que vous-même, vous allez demander à partir. Vous allez dire non, ça ne sert à rien, nous devons repartir. Donc quand vous voyez un gouvernement comme Tshisekedi garder une mission qui est là depuis 24 ans, 24 ans,
et qui n'a rien fait du tout. On compte aujourd'hui près de 15 millions de morts. C'est que ce gouvernement-là, c'est la pourriture, c'est la poubelle. Eh oui, c'est ce qu'on appelle garbage en anglais, c'est la poubelle, il n'y a rien à faire. Un gouvernement sérieux ne peut pas continuer à observer, à garder en son sein, à garder sur son territoire une mission qui ne lui rapporte rien du tout. Et les Américains, là, pour une fois, je peux dire que c'est une décision réaliste. Mais les Américains, vous savez quoi? Ils ont compris que là, on ne peut pas forcer. Donc, vaut mieux déjà dévancer les gens comme les Français qui vont chercher à contourner. Non, vaut mieux les dévancer. Vous avez vu comment Macron a cherché à danser un peu avec le départ de Barkhane et Takuba. Il a essayé d'embrouiller les gens, faire tout pour que ça... Mais après, c'est lui qui s'est fait humilier. Si dès le début, quand on avait dit on ne veut pas de cette mission, il avait retiré ses troupes, il avait posé les conditions, non, il n'y aurait pas de problème. Les Français pourraient même revenir, parler avec le gouvernement sans difficulté. À force de forcer comme ça, on perd tout. On devient désagréable, insupportable. Et ça, les Américains ont compris ça. Parce qu'ils ne veulent pas être humiliés. Puisqu'au final, si vous forcez qu'il y ait une mission, vous serez humilié. Et là, la France est humiliée. Hein. L'ambassadeur de France, lui, il demandait à ce qu'on renouvelle la mission. Donc, vous voyez, il a été humilié, il a été ridiculisé, il a été écrasé, il a été traîné au pied. Maintenant que la France mette son veto, puisque le premier financier, c'est qui? C'est les États-Unis et le Japon. En tout cas, quand j'étais en Haïti, les premiers... ceux qui finançaient le plus là, c'était d'abord les États-Unis, ensuite le Japon. Ce sont les deux pays qui payaient au moins la moitié, sinon plus de la moitié de la mission. Les Français là, ils ne donnent absolument rien. Ils n'ont pas. Attends, je vous ai dit que la France est endettée à 3 000 milliards de dollars. La France est plus endettée que tout le continent africain. Donc c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. C'est la carapace que, bon, comme c'est un ancien pays colonisateur, ils veulent se... Non, mais ils sont finis, ils sont écrasés, ils sont finis. Voilà, c'est ça que j'apprécie avec les Américains, c'est le réalisme. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Ils sont en train de vouloir se donner bonne conscience, vouloir montrer une nouvelle face aux Maliens, mais pour les mieux les écraser. Attendez, écoutez bien. La face que vous voyez là, c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne décision. La position américaine, c'est une bonne décision. Parce qu'elle vient, elle chamboule, elle écrase, elle bafoue, elle s'assoit sur la volonté de la France. Ça, c'est très bien. Mais il faut faire attention parce que eux, ils ne viennent pas là pour rigoler. Ils ne viennent pas pour rigoler. Quand ils auront l'occasion, ils vont vous écraser. Ils vont écraser le Mali. Donc, c'est au gouvernement malien, aux autorités maliennes, de manger avec un bâton quand on est à côté d'un chien qui s'appelle États-Unis d'Amérique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.